Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Viola Borealis. Je suis Marina, musicienne, athlète d'endurance, tricoteuse, parent, professeur, toutes ces choses. Et aujourd'hui, je vais vous visiter après une petite pause. L'été est vraiment très apprécié ici dans ce foyer. Et ça a fait vraiment du bien de ralentir après la fin de session, après l'enregistrement de mon 4e album. Donc, je viens vous mettre à jour sur tous les projets qui ont été mis à terme récemment, mais aussi tous ceux qui s'en viennent. Donc, aux côtés de l'enregistrement chez Atma Classic, donc c'est un album que j'ai fait avec 2 anciens collègues de UBC. Vous vous souvenez de mon épopée de 4 ans à Vancouver. Donc, c'est mes collègues José Franch Ballester, qui est un clarinettiste hors pair, espagnol, qui a aussi étudié comme moi à Curtis à Philadelphie et qui mène une carrière complètement folle depuis. C'est un de ces clarinettistes qui pourrait vivre que de ses concerts solo et de musique de chambre. Il est extrêmement en demande avec le Lincoln Center, puis toutes ces belles séries aux États-Unis. Et puis c'est surtout quelqu'un d'extrêmement dynamique, quelqu'un qui est toujours dans la joie de vivre. Vraiment, il est super enthousiaste toujours, puis il donne vraiment le meilleur de lui-même, puis il soutient les autres d'une façon tellement belle. Donc vraiment un collègue en or. Et David Fung, que je pense a la pierre philosophale, c'est-à-dire qu'il enseigne à UBC en même temps d'enseigner à Manhattan School of Music à New York. Il est pianiste. Les pianistes ont souvent une plasticité du cerveau différente du reste de la population, et c'est vraiment vrai, là. Vous regarderez les recherches de Alten Müller à ce sujet, et c'est vrai. Et David est une preuve qui a un cerveau surhumain. Donc, ça a été vraiment exceptionnel de se retrouver. Donc, la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était à Kansas City en février, où est-ce qu'on a pu retester certaines œuvres au programme. Donc, la pièce de résistance, c'est le trio de Lowell Lieberman, qui est un des compositeurs les plus prolifiques aux États-Unis. Il est probablement dans le pic de sa carrière en ce moment, puis juste le fait qu'il nous ait donné la permission de faire la première de son œuvre de façon en disqué, c'est tout un honneur. Et on a pu travailler avec lui via vidéo. Donc, on a fait une résidence au Domaine Forget de 3 jours avant d'entamer l'enregistrement. Donc, ça, c'est vraiment un luxe, mais en même temps, vu qu'on n'habite pas dans les mêmes villes, c'est pas un luxe tant que ça. Donc, on s'est retrouvés, on a répété, on a enregistré comme par nous-mêmes, là, avec un setup un peu comme ça, mais plus provisoire, mettons. Et qu'est-ce qui a été cool, c'est qu'on a pu envoyer la vidéo, et puis là, lui, via FaceTime, pouvait nous donner des commentaires. Puis ça a été super enrichissant de pouvoir avoir du feedback du compositeur juste avant d'enregistrer son œuvre. Alors, vraiment une belle expérience positive à ce niveau-là. Ensuite, on avait plusieurs compositions qui nous ont été livrées, qui ont été écrites pour nous, qui est un peu dans le même style. Donc, le compositeur qui habite à New York, dont je vous parle depuis tantôt, Lieberman, lui, son trio pour alto, clarinette et piano est inspiré de ragtime, de jazz et de Shostakovich. Donc, c'est un drôle de hybride. Et puis, tous les autres compositeurs et compositrices sur l'album se sont inspirés aussi de ces styles-là. Donc, on a une œuvre de Steve Chapman qui est très ancrée dans le blues, le jazz, puis aussi dans la virtuosité. Donc, chaque mouvement est un peu une petite randonnée dans l'Ouest canadien. C'est super foisonnant comme œuvre. Et Dorothy Chang aussi, qui est une ancienne collègue à UBC, a écrit une pièce pour nous qui est vraiment spéciale. Ça s'appelle In Sepia. Et
le premier mouvement est comme super mystérieux, très misty, et le deuxième mouvement est un overdrive, très nerveux. Donc une belle bipolarité dans les caractères de cette œuvre. Ça a été extrêmement difficile à mettre en place parce que c'est très rythmique, d'où l'hommage au jazz dans certaines comme, constructions rythmiques. Ça a été, je pense que ça va être vraiment une œuvre qui va bien traverser le temps. Le Lieberman aussi, en fait, toutes les œuvres, c'est pour ça qu'on choisit de les enregistrer, bien sûr. Mais de pouvoir travailler avec les compositeurs, les compositrices, c'est ça qui est extraordinaire dans ce type de collaboration-là. Et on a aussi fait appel à une jeune compositrice et clarinettiste de Vancouver, qui est une de mes anciennes élèves à UBC dans un cours de processus créatif et une élève de José. Elle a fait des arrangements de 3 pièces de Duke Ellington, dont chacune des œuvres, dans le fond, chacune des pièces met en valeur un membre du trio. Ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous révéler les titres, qui fait quoi. Ça a été vraiment le fun, très décomplexant de juste s'approprier un style qui n'est pas le nôtre et vraiment d'aller au-delà de la partition. On a écouté énormément les versions originales de Duke Ellington et de ses comparses. Et on était tellement en admiration avec leur style, avec leur approche. Puis même pendant l'enregistrement, on a souvent dévié de qu'est-ce qui se retrouvait sur la partition pour improviser. On faisait des pauses où est-ce qu'on retournait à l'enregistrement original juste pour s'imprégner du style puis de l'esprit surtout. La dernière chose qu'on veut, c'est de sembler s'approprier un style qui n'est pas notre spécialité. Donc, c'est certain que tout est fait dans une nature de musicien classique, mais avec un esprit, une énergie jazz. Donc, hâte de pouvoir partager avec vous certains extraits. Je pense qu'on va avoir un premier montage en novembre-décembre. Donc, c'est assez long, là, compte tenu qu'on a enregistré à la fin avril, début mai. Mais c'est tout à fait normal dans l'industrie du disque. Là, toutes les choses se font vraiment à l'avance. Et la parution sera en mars 2026. Donc, on a des concerts à ce moment-là en Colombie-Britannique. Donc, le lancement d'album sera malheureusement en Colombie-Britannique, mais heureusement que tout est pas mal en stream, puis gratuitement, là, vous pouvez vous le procurer sur Spotify, Apple Music à ce moment-là. Donc, je vais vous rester à l'affût, ne vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau du sport. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais certaines réticences face au vélo sur route, et surtout aux courses de vélo sur route. J'ai fait ma toute dernière course à la fête des mères. Donc, ma toute première course, c'était à ma fête, médaille de bronze. Là, Yamaska, à la fête des mères, médaille d'argent. Ça a été tellement difficile. J'ai eu du plaisir peut-être 5 minutes. Même pas. C'était très ardu. Je me suis sentie en danger. Je me suis vite distancée du peloton de tête. Ça a été alarmant comme expérience. Écoutez, il y a aussi toutes sortes de choses qui s'est passé. Certains membres de mon équipe, en fait, ont fait des chutes assez importantes, des commotions, des membres cassés. Quelqu'un de mon équipe s'est même fait agresser sur le circuit Gilles Villeneuve. Donc, quelqu'un qui allait à une grande vitesse. Il y a eu comme un conflit avec un autre cycliste. C'était vraiment pas la faute de notre cycliste. Ça, je peux vous en convenir et vous en signer un papier. Même la personne a été arrêtée là, récemment. Mais, tu sais, out of the blue, un de mes coéquipiers a été poussé par terre à très grande vitesse et donc tout son habit était déchiré, puis il y a eu quand même du road rash, là, fait que je pense que c'est pas pour moi. Le risque versus le plaisir est trop comme le ratio fonctionne pas. Donc j'adore me dépasser, j'adore faire bouger mon corps. J'adore apprendre, j'adore me sentir humble face à un défi et tout ça peut se passer à travers d'autres aventures.
Donc, j'ai un peu accroché mon vélo. Depuis cette course-là, j'ai fait quelques sorties sur route, mais en fait, j'ai fait une sortie dans Charlevoix qui a été vraiment ma meilleure sortie à vie pendant l'enregistrement. C'était super. À chaque fois que je monte sur mon vélo, je bats un record personnel, puis pour moi, ça, c'est bien assez. Mais là, je vous avais dit que je me préparais pour mon tout premier marathon. L'an dernier, j'avais été pigée pour faire le marathon de Chicago. Cependant, malheureusement, lors d'un cours parents-enfants de taekwondo, je m'étais déchiré le muscle tibial postérieur. Puis ça m'avait retardé au niveau de ma préparation. J'avais donc fait beaucoup de cross-training, de la natation, du vélo, renforcement pour guérir la blessure. Ça s'était bien rétabli, sauf que lorsque j'approchais de l'événement qui était en octobre l'an passé, il me manquait vraiment 2 à 3 semaines d'entraînement peak pour avoir le volume nécessaire dans les jambes pour faire un marathon en toute sécurité. Donc là, à ce moment-là, j'avais décidé, ça me tente pas d'aller aux États-Unis, à Chicago, faire une épreuve qui est peut-être trop pour moi en ce moment. Puis là, qu'est-ce qui se passe après? Mettons que tu as un souci médical dans un autre pays, ça me semblait pas logique ni plaisant. Donc, j'avais retiré ma participation. Et lorsque le temps était venu de me réinscrire, parce que je pouvais me réinscrire pour l'année d'après, quand t'es pigé, t'as le droit de te réinscrire pour l'année d'après, je l'avais même pas faite. Simplement parce que c'est pas important pour moi de courir un World Major comme premier marathon. J'aime mieux courir un premier marathon proche de la maison, soit que je peux me rendre en métro, ou par exemple le marathon de Montréal, ou que je peux me rendre en auto à une courte distance. Donc, je me suis arrêtée sur le Petit Train du Nord, qui est une course dans les Laurentides. Le Petit Train du Nord, c'est emblématique parce que c'est une super belle route qui est au cœur de la forêt, mais c'est asphalté. Donc, c'est loin des autos et c'est assez plat, même avec un léger dénivelé négatif. Donc, il faut préparer les quadriceps pour ça. Et puis là, je vous avais parlé que j'avais fait un programme de remise à la course qui venait de ce livre. Et je l'ai fait environ de mi-avril à la semaine dernière. Sauf que c'était un programme qui était uniquement pour la course. Moi, qu'est-ce que j'aime qui est issu du triathlon, c'est vraiment le cross-training, l'entraînement croisé, d'avoir plusieurs sports, puis de ménager ses articulations et les sports à impact. Donc, il y a un programme qui est légèrement mieux adapté à ce que je fais maintenant, donc d'avoir le vélo ou le yoga ou la natation comme entraînement croisé. Et c'est un entraînement qui se fait sur 3 courses par semaine. Donc, c'est la clinique du coureur qui a la compagnie Coaching du coureur. C'est un programme que vous trouvez gratuitement sur leur site internet. Il y a un programme pour le 5 km, 10, demi-marathon, marathon, mais aussi il y a des programmes de fractionnés marche, course pour les gens qui veulent se mettre à la course à pied ou simplement marcher avec quelques intervalles un petit peu plus intenses. Donc, je trouve que c'est très accessible, c'est abordable dans le sens que c'est gratuit. Il n'y a pas plus accessible que ça. Donc, le coaching du coureur. Et puis, l'an dernier, je m'étais entraînée avec Yves Saint-Louis, qui est le beau monsieur ici. Et c'était mon coach de triathlon lorsque j'avais fait le triathlon olympique de Magog l'an dernier. Et c'est le coach de Jay du Temple pour les Québécois qui suivent cet athlète et cet artiste avec des capacités immenses. Donc, ce que j'aime de ce programme, c'est qu'il y a 3 courses, un fractionné, un entraînement croisé par semaine, du renfort et la périodisation se fait avec toutes ces belles choses entremêlées. Donc là, cette semaine, j'ai commencé avec une journée de repos, c'était très difficile. Et puis là, je me dis toujours comme, ah, mais je pourrais aller au yoga, ou, tu sais, je pourrais prendre une marche sur le Mont-Royal, mais vraiment, là, cette fois-ci, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de suivre le plan. Puis si c'est marqué journée de repos, ça va être une journée de repos. Chose qui est difficile pour moi, parce que j'essaie toujours d'en faire plus.
Et puis mardi, là, j'avais hâte de faire ma course. J'ai eu même du mal à m'endormir lundi soir parce que j'étais comme trop dans l'anticipation de j'ai hâte de mettre mes souliers puis d'aller courir. Donc, c'est ça aussi, la journée de repos que ça fait, c'est que ça recrinque. Au lieu d'être vraiment dans la fatigue extrême, puis après ça, de dire comme faut que j'aille courir au lieu de je veux aller courir. Moi, je vais être vraiment dans cet esprit-là. Et mercredi, j'ai eu une séance de muscu avec ma coach à Elite Conditioning, que je recommande chaudement. Et aujourd'hui, c'était une course de 45 minutes. Je sentais la fatigue d'avoir levé des charges assez lourdes hier, mais je sais que une course comme ça peut aider à récupérer. Donc, des fois, ça peut être contre-intuitif de dire comme « Oh mon Dieu, je suis raquée, je devrais peut-être prendre du temps de repos », mais au contraire, le fait d'aller courir va aider à la vascularisation puis à revenir à son plein potentiel. Donc, demain, une séance de yoga, 1 heure. Je vais à un cours à Idolem. Donc, ça sera la journée de vendredi. Samedi, c'est une journée de repos. J'adore que la journée de repos tombe une journée où est-ce que les enfants sont à la maison. Donc, ça va permettre d'aller à la bibliothèque, faire un pique-nique, de ne pas me soucier quand est-ce que je dois faire fitter mon entraînement. Et dimanche, j'ai une course d'1 heure. Donc, c'est drôle parce qu'avant une course d'1 heure, quand j'étais dans demi-Ironman puis dans des préparations de très longue haleine comme ça, 1 heure, c'était quasiment les courses les plus courtes dans ma semaine. Et puis là, 1 heure, là, ça me semble interminable. Donc, je trouve ça beau de un peu revenir à la case départ, de reconstruire un volume de façon saine et de façon variée. Je suis très enthousiaste de voir à quel point ce programme peut être bénéfique pour moi avec 2 journées de repos complets par semaine. J'ai hâte de vous en dire plus. Là, je suis à la semaine 1. Puis, tu sais, de mi-avril à mi-juin, j'ai fait entre 15 et 20 km par semaine, ce qui est un volume qui était très bas pour moi dans le passé et qui maintenant est comme difficile à maintenir. Là. Donc, mais je trust the process, comme on dit, on y va 1 km à la fois. Et c'est comme ça que je compte approcher aussi le marathon. J'ai le goût de rentrer dans la portion tricot. J'avais parlé la dernière fois que j'avais commencé le Clair de lune de Paul TB, qui est un patron de ce magazine Fibre. La dernière fois, j'avais peut-être commencé le dos. Et puis là, on tricote ici le dos en premier. Et le devant, les panneaux de devant. Et puis là, ça, c'est le corps ici. Donc, j'ai, à partir de cette mesure, jusqu'où mes aiguilles sont, je dois avoir 20 pouces, j'allais dire 20 km, oh my god, 20 pouces total, là, j'en ai 16. Donc, je pense que ça, c'est la manchure. C'est fait pour aller le cardigan en dessous des fesses. Donc, moi, je vais suivre les recommandations de Paul parce que je trouve que le fit est extraordinaire avec l'aisance recommandée, puis l'ampleur du cardigan, ça va être quelque chose de très mou, très cosy. La laine est le fun quand même, c'est la Gilliatt dans le coloris Cypress. Ça me rappelle mes années à Vancouver, cette couleur, comme les courses que j'ai faites à Squamish. Vous allez voir qu'il y a quand même un petit peu de désaturation des fois dans la laine, tu sais, des petites mailles plus blanches. Ça me dérange pas trop, mais j'aurais aimé mieux quelque chose de plus saturé là, au niveau de la couleur, mais je pense que dans l'ensemble, ça va être beau. Donc, très squishy, cozy. Ça va être... Ça, c'est mon tricot Zéro Cerveau, puis ces temps-ci, ça a été très bienvenu là, après l'enregistrement, après la mi-session, après la fin de session. C'est juste ça que j'étais capable de tricoter. Et puis là, Rebecca Colère et Pix Dessine ont sorti un test d'un patron de bas.
j'adore tricoter des bas en jacquard. Et puis ça, c'était ce que j'avais commencé avec de la bleue poussière qui était dans un calendrier de l'Avent de l'an dernier, 2023. Puis là, j'avais décidé que finalement, c'était pas ça que je voulais. Je voulais quelque chose de plus rustique. Ça, c'était la taille 2. Et puis là, je voulais un bas plus cosy, peut-être de poids sport. Donc ça, c'était du fingering. Donc je suis allée dans un choix de laine vraiment rustique. Et plus des contrastes faibles, parce que c'est ce que je préfère dans le jacquard. Donc là, bien évidemment, il est pas bloqué, là, puis ça a l'air un peu d'un cauchemar, mais ayez confiance à la magie du blocage. Donc ici, c'est un restant, je pense, de Ralma ou de... C'est très crunchy, là. Ça, c'est de la laine filet main de Urso de calendrier de l'an dernier. 2023, en fait, le 2 ans. Des petites bottes aussi, le brun, section pique-nique. Puis là, ça va être des fleurs. Puis je sais pas trop de quelle couleur je vais faire talon-orteil, mais je vais vous montrer un petit peu les laines comme ça. Donc ça, c'est toute la laine rustique que j'ai choisie. Les deux du bas ici, c'est des laines filet main. Ça, c'est une collaboration de Claude Tricot, Jésabelle, Urso. Puis ça, c'est de la Rain, Sage and Cloud, qui était une laine allemande qui maintenant n'existe plus malheureusement. Donc chaque petite maille est bien précieuse. Et puis le patron s'appelle Witch Hazel. Et c'est inspiré de cet magnifique ouvrage pour enfants de Phoebe Wall, qui est une autrice de livres pour enfants et illustratrice. Regardez juste à quel point c'est whimsical et magique. Je vais vous montrer une page, voilà. Ça, c'est très Phoebe Core. J'avais acheté ce livre pendant la semaine de relâche avec Tabea, puis il me semble que c'était très nostalgique pour moi là, de lire ça avec elle, puis de me plonger dans cet univers de fées. Donc, je vous ai parlé un petit peu de tricoter la laine filée, là. Il n'y a pas grand-chose qui me rend plus heureuse, sérieusement. Puis je pense que c'est pour ça que lorsque j'avais commencé avec cette laine-là, puis de bleu poussière, malgré que c'est potentiellement ma laine, mon fil préféré de tous les temps, puis c'est teint naturellement, c'est tout ce que j'aime. C'est juste, le seul problème, c'est que c'est pas filet main. Un coup qu'on commence à tricoter sa laine filet main, on dirait que c'est dur de tricoter d'autres choses. Puis là, ben, moi, j'ai un stash rempli de laine pas filet main. J'ai aussi un bon stash de fibres affilées. Donc, avec le Tour de Fleece, donc il y a le Tour de France, et puis là, inspiré du Tour de France, il y a le Tour de Fleece du 5 juillet au 27 juillet. Je vais donc commencer à filer pour mon projet de chandail que je vous avais parlé la dernière fois, avec les fibres des brebis du beau rivage. Ça va être exactement le projet comme sans cerveau, sans se poser trop de questions, de juste être dans l'intuition, dans la connexion avec le fil, le mouvement. Comme quand on est sur le vélo puis qu'on fait juste pédaler puis ça vide notre cerveau de toute inquiétude. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça commence dans 2 jours. Je vais peut-être commencer en fait aujourd'hui parce que je quitte pour Banff le 30 juillet. Donc, je vais manquer une semaine. Et tout de suite après Banff, je vais au Domaine Fortune en Charlevoix. Donc, j'aurai pas l'occasion d'amener mon rouet. Et je pense pas que je vais m'apporter un petit fuseau à la main, là. Non, ça va être plus du tricot tranquille. Donc, j'ai hâte de commencer mon projet de chandail. Et quelle occasion parfaite de regarder les étapes du Tour de France pendant que je file. C'est comme toutes mes passions ensemble. Il y avait une dernière chose que je voulais vous parler. C'était du rapport à la passion harmonieuse versus la passion obsessionnelle.
on dirait que dans tout ce qui me passionne, tout ce qui prend de la place dans ma vie, dans les derniers mois, j'ai vraiment changé mon rapport. Euh, Autant au niveau du sport, quand j'étais cycliste à temps plein ou dans les préparations de demi-Ironman, c'était difficile de faire une semaine en bas de 9 à 15 heures. Le gros du volume, c'était souvent ça. Puis souvent, quand il y avait moins d'intensité, mais il y avait plus de volume. Donc, le volume, ça veut juste dire c'est des heures. C'est des heures à être actif. Moi, quand j'ai commencé à faire du sport d'endurance, c'était à cause de la pandémie, mais aussi parce que j'étais en train d'écrire une thèse, donc j'étais très sédentaire. En plus d'enseigner en ligne à ce moment-là, d'avoir des rencontres en ligne, je me déplaçais plus pour aller à l'école. Donc avant, je marchais à l'école ou j'allais à l'école en vélo à UBC. Donc d'avoir eu tout ce temps assis, ça m'a vraiment perturbée, en fait. Ça m'a vraiment... quelque chose en moi qui a été brisé à ce moment-là. Et puis là, je m'étais entraînée pour un 10 km à la course, puis j'avais vraiment pris mon temps là, de décembre à avril, mettons, là, j'avais fait ma préparation. Ça, c'était en 2022. Et c'était un volume qui était vraiment intéressant parce que c'était pour un 10 km, c'était 4 sorties par semaine, il y avait donc plusieurs journées de repos. Et puis là, dès que je suis rentrée dans le multisport, c'est vraiment comme un engrenage qui peut être dangereux si on s'écoute pas. Et bien sûr que c'est obsessionnel parce que tout est nouveau, tout est à apprendre. Dès qu'on ajoute le vélo, c'est 2 à 3 fois plus de temps versus la course à pied. Donc, si je veux faire, mettons, un 30 minutes de course, mais pour avoir l'équivalent en vélo, c'est au moins 75 à 90 minutes. Donc, c'est tellement chronophage. Puis même si c'est en basse intensité, c'est quand même... On a tous 24 heures dans une journée. Donc, ma maison était à l'envers. J'étais tout le temps à la course. J'étais tout le temps comme chronométrée par chaque action de ma journée. Et puis, on dirait que je l'ai fait tellement, que c'était tellement drillé, c'était tellement un automatisme que je me questionnais même plus sur le fait que c'était peut-être pas bon. Donc, ça m'a pris vraiment une grande introspection pour me sortir de cette loop que je me suis moi-même imposée. Et puis là, c'est ça que je parlais avec quelqu'un, puis là, je disais comme bon, ben finalement, je vais juste faire un marathon. Tu sais, j'avais plein d'autres choses, là, des courses de vélo. Je voulais faire Race Across Québec, 300 km de vélo, ci et ça. Puis là, je voulais aussi faire, je m'étais inscrite à Ironman de Mont-Tremblant, le demi. Puis là, tout ça, c'est comme, je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. C'est comme, je l'aurais fait avant. Mais là, j'ai vraiment vu l'ampleur de qu'est-ce que je m'imposais. Et puis là, donc ça a inspiré d'autres changements. Ça m'a créé plus d'espace pour plus me reposer, donc être plus patiente, donc être plus douce avec moi-même, faire des tâches que je procrastinais toujours, dont du travail administratif. J'aime pas ça faire attendre les gens, puis là, ben, ça me permet d'être plus assidue, de faire des meilleurs suivis, d'être vraiment comme on top of things. Et puis ça, moi, j'ai toujours été comme ça avant, donc c'était très bizarre. Mais là, quand tu t'entraînes 15 heures par semaine, il y a moins de temps pour des tâches plus ingrates comme faire la vaisselle. Donc là, tout ça pour dire que j'ai plus d'espace maintenant pour me reposer, lire, faire du travail qui demande peu d'efforts. J'ai plus d'énergie créative. Ouais. Donc, c'est juste de recalibrer les passions. C'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'il faut y aller à 100%, parce que au moment où est-ce que ça peut nous nuire, ben, ça peut vraiment impacter plusieurs sphères de notre vie. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, parce que je pense qu'on est tous dans cette communauté parce qu'on a des passions obsessionnelles. Puis, quand c'est un bon moment pour nous de se questionner sur quelle est la place de X dans ma vie, ça peut être un bon moment de juste comme corriger le tir si c'est quelque chose que vous sentez qui pourrait être bon pour vous. Et puis des fois, en corrigeant le tir sur une chose, ben ça fait un effet domino positif sur tout le reste. Donc,
sur ce, je vous ai dit que j'avais maintenant plus de temps de lecture. Donc, dans les derniers mois, j'ai lu ce petit livre, Voyage vers une fusée de Soline Asselin, que Lucien a choisi pour moi dans une librairie proche de chez moi. Et c'est un petit ouvrage, mais très ambitieux, au sens que c'est de l'autofiction en même temps que des récits d'aventure, un essai féministe. C'est vraiment, ça veut être beaucoup de choses en même temps. Et j'ai eu de la difficulté à m'accrocher parce que le flow était difficile. Donc c'est l'histoire d'une fille qui se rend en Floride pour voir un décollage de fusée. Et puis, lors de son trajet, elle est inspirée d'histoires d'aventurières et pionnières. Et puis, je dois vous dire, les histoires de chaque femme mentionnée, ils sont tellement inspirantes. Il y a une liste de références à la fin du livre. Puis j'ai vraiment le goût, j'ai encerclé tout dans le livre les histoires que j'avais le goût d'aller me plonger. Puis grâce à la liste de références, je vais pouvoir aller vraiment à la source, puis lire les histoires plus profondément de ces grandes femmes. Donc, sur Goodreads, si vous y êtes, j'ai laissé un 3 étoiles, seulement à cause que j'ai trouvé que ça voulait être... C'était trop ambitieux pour peut-être la durée ou... le flow était trop difficile. Donc, un bel effort. Vraiment une grande prouesse de plume. Ça doit être extrêmement difficile à faire. Ça m'a paru comme une thèse, un peu. Comme si quelqu'un avait pris sa thèse doctorale et qui en avait fait un roman. C'était un peu ça mon feeling. On dirait que je me sens un peu mal de dire ça, mais c'est pas péjoratif parce que la qualité de la recherche est exceptionnelle. Donc, c'est juste, je sais pas si ça devait être en même temps de l'autofiction. Est-ce que ça aurait pu être un recueil d'histoire ou essai / récit d'aventure? Il me semble que ça aurait été plus cohésif, moins entrecoupé, plus facile de se laisser bercer dans l'écriture, qui est magnifique. Et j'adore le YouTuber Jack Edwards. Et dans ses stories, c'est pas un livre qui a fait une critique, mais dans ses stories, il avait fait un appel à sa communauté afin de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lit lorsqu'on a terminé la 3e saison de White Lotus. Et puis j'ai fait une capture d'écran de ses recommandations pour le sevrage White Lotus. Et je me suis laissée tenter par cette autrice et son roman The Imposium. Donc c'est Olga Tokarczuk, c'est une autrice polonaise. Tout ça se passe dans les genres d'hôtels spa en Europe. C'est vraiment dans un univers sépia là, que se déroule toute cette histoire. Ça commence par un féminicide et on dirait que c'est vraiment un roman qui se veut féministe, mais d'une façon tellement virtuose. C'est-à-dire que il y a presque que des hommes comme caractères principaux. Donc c'est un hôtel spa, un genre d'hospice, avec juste des intellectuels d'Europe qui viennent se faire soigner. Et tous les personnages féminins sont soit des sorcières ou des entités mystérieuses. Et puis les hommes ont des conversations extrêmement misogynes à travers eux, entre eux. Et elle a réussi à encastrer des vraies citations de grands penseurs des derniers siècles. Bien sûr, il y a du darwinisme là, dans tout ça, des citations directes, mais aussi de Wagner, de Freud, de Jack Kerouac. La liste est vraiment impressionnante à la fin, puis c'est drôle parce que pendant que je lisais, il y a des mots ou des tournures de phrases ou ces propos-là qui me revenaient en tête que j'avais déjà lus lorsque je faisais mon doctorat justement pour les compositrices féminines. Là. Puis j'avais fait beaucoup de recherches plus au niveau sociologique.
avant d'aller en musique. Puis je reconnaissais plein de propos, mais qu'elle ait réussi à les parsemer comme ça à travers le roman, ça, pour moi, c'était une grande prouesse littéraire. C'est vraiment, vraiment bien fait. Je recommande chaudement ce roman, que vous ayez aimé écouter White Lotus ou pas. C'est vraiment très, très, très bien fait. Puis je trouve que c'est de l'art féministe qui est chef's kiss. Je vous avais parlé la dernière fois que je lisais le tout dernier roman de Kev Lambert, Les Sentiers de neige. Et j'y suis toujours, mais c'est vraiment pas parce que j'aime pas ça. C'est juste parce que j'ai lu les autres livres puis j'ai mis celui-là sur pause. Je suis quand même là, dépassée la moitié. Et ce roman me rend nostalgique fois 1000, c'est-à-dire que si vous venez de région, si vous êtes enfant unique ou vous avez eu des demi-sœurs, demi-frères, que vous avez passé beaucoup de temps seul, l'univers créatif, les choses qu'on se raconte, les archétypes qu'on invente alentour de nous, et puis les relations avec les cousins. Je pense que quand on grandit seul, ça devient un lien qui est extrêmement précieux. Donc toute cette relation-là entre cousins, d'être dans des grandes familles, de quoi a l'air un party du temps des fêtes dans ces grandes familles, les choses qui sont dites, les rôles de chacun, vraiment, c'est presque un copier-coller de toutes les grandes familles de région. Et puis, ben, c'est sûr que c'est vraiment bien ficelé dans cette histoire-là, mais il y a la question du genre, d'homophobie, de transphobie. C'est touchant comme œuvre, puis à la fois ça nous enracine, c'est très réel, très concret, nostalgique, puissant. Je vous recommande fortement. Moi, c'est drôle parce que mon mari est en train de lire Que ma joie demeure, donc souvent là, on est juste en train de s'endormir, puis on a nos deux Kev Lambert. Donc, je me dis, si jamais, si j'étais auteur, ce serait quelque chose qui m'attendrissait de savoir ça. Bref, le soleil se lève finalement, puis là, j'ai un bel éclairage, mais là, j'ai terminé de vous parler. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos plans pour l'été. Est-ce qu'il y a quelque chose à recalibrer? Est-ce que ça a titillé une introspection chez vous? Ou si vous pouvez me dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire, qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter, est-ce que vous vous préparez pour un événement sportif, est-ce que le coaching du coureur vous appelle si c'est quelque chose que vous aviez en tête mais que vous ne saviez pas trop où commencer. C'est un peu pour ça aussi que je voulais vous le présenter parce que je trouve que c'est assez inaccessible, le coaching en général c'est très cher, puis que le coaching du coureur met juste ça comme disponible en ligne, je trouve ça magnifique. Donc, bon été à vous. Je vais peut-être refaire un vlog sous peu pour vous montrer mes réussites et mes échecs de Poshmark et de Friperie. C'est une vidéo qui s'en viendra sûrement très 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 prochainement. Et bien sûr que je vais filmer plus de type vlog lorsque je vais être à Banff puis au Domaine Forget pour créer un souvenir de ces beaux paysages et de ces beaux moments-là. Donc, à très bientôt et merci de votre écoute!